Quand j'ai reçu cette amende de 500 € pour stationnement sur la place de l'appartement 23, j'ai eu un choc. Non pas à cause du montant absurde, mais parce que je ne m'étais jamais garée à cette place. En fait, j'ignorais même à qui elle appartenait, car je me garais religieusement à la mienne, la 17, depuis mon emménagement dans cet immeuble il y a 7 ans. Mais ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est de voir la signature sur la notification. Marc Dubois, le gérant de l'immeuble. Ce même Marc que j'avais encouragé, soutenu et pratiquement poussé à ce poste il y a à peine 6 mois, persuadé qu'il serait le changement dont notre immeuble avait besoin. Je suis ravie que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, merci de liker et de vous abonner à la chaîne et de me dire dans les commentaires d'où vous tenez mon témoignage. Je veux savoir où en est l'histoire. Permettez-moi de revenir au début, afin que vous compreniez l'étendue de ma naïveté. Lorsque j'ai emménagé dans cet immeuble du 12e arrondissement de Paris, je recommençais ma vie après un divorce difficile. L'immeuble était ancien mais charmant, et les voisins semblaient sympathiques. Je suis rapidement devenue la résidente de confiance de tous. Lorsque Madame Rousseau, au 4e étage, a eu besoin de quelqu'un pour arroser ses plantes pendant 1 mois de vacances, je me suis portée volontaire. Lorsque l'ascenseur est tombé en panne et que les résidents âgés ne pouvaient plus monter les escaliers, j'ai mis en place un système de bénévoles pour les aider à faire leurs courses. Lorsque la précédente gérante, une femme négligente qui ne répondait jamais aux courriels, a finalement démissionné, j'ai organisé des réunions pour discuter des améliorations et j'ai proposé qu'il nous fallait une personne jeune, dynamique et honnête pour prendre la relève. C'est à ce moment-là que j'ai appris à mieux connaître Marc. Il habitait au 7e étage, était toujours poli dans les couloirs, travaillait dans la finance et dégageait cette assurance tranquille qui inspire confiance. Lors d'une des réunions que j'avais organisées dans l'espace commun, il a fait des remarques pertinentes sur la façon d'optimiser les coûts d'entretien et d'améliorer la transparence financière de l'immeuble. J'étais impressionnée. Après la réunion, je l'ai abordé et lui ai suggéré de se présenter au poste de gérant. Il a hésité, disant que c'était une trop grande responsabilité. Mais j'ai insisté. Je lui ai dit que l'immeuble avait besoin de quelqu'un comme lui, quelqu'un qui comprenait les chiffres et qui se souciait vraiment des autres. J'ai convaincu d'autres résidents de le soutenir. J'ai fait du porte-à-porte, comme si je faisais campagne pour lui. Lors de l'Assemblée générale, Marc a été élu à la quasi-unanimité. Et j'étais fière, comme si j'avais accompli quelque chose d'important pour notre petite communauté. Les premiers mois semblaient prometteurs. Marc envoyait des rapports mensuels par courriel, chose que l'administrateur précédent n'avait jamais faite. Il avait fait repeindre la façade et nettoyer les réservoirs d'eau. Chaque fois que je le voyais, il me remerciait de lui avoir fait confiance, me disant que j'avais changé sa vie en lui donnant ce coup de pouce. Je croyais que nous avions enfin un gestionnaire d'immeuble qui se souciait de nous. Je n'aurais jamais imaginé que derrière ses sourires courtois et ses rapports apparemment détaillés, Marc ourdissait un complot qui allait transformer ma vie en cauchemar et me faire remettre en question toute la confiance que j'avais pu accorder à un autre être humain. Puis arriva cette satanée notification. 500 € pour une infraction que je n'avais pas commise. Je pensais à une erreur administrative, quelque chose de facile à régler. Je suis descendue à son appartement l'après-midi même, la notification en main et un sourire confiant toujours aux lèvres. Marc m'a accueilli à la porte, mais ne m'a pas invité à entrer. Je lui ai expliqué l'erreur. Je lui ai montré des photos de ma voiture, toujours garée à l'emplacement 17. J'ai même visionné sur mon téléphone les images de la caméra de sécurité de l'immeuble, qui montraient clairement mon véhicule à la bonne place à cette date. Il a tout regardé d'un air froid que je ne lui avais jamais vu, et a simplement déclaré que le règlement était clair, qu'il avait reçu une plainte officielle d'un résident et que l'amende était maintenue. J'ai tenté de protester, ma voix commençant à trembler de frustration. Mais il m'a interrompu par une phrase qui m'a laissé sans voix, que je n'étais peut-être pas le résident exemplaire que tout le monde croyait
et que si je persistais, il convoquerait une réunion extraordinaire pour discuter de mon comportement problématique. Je suis restée figée devant la porte de son appartement. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une gifle. Un comportement problématique ? Moi, le pilier de cet immeuble ? Celle qui avait organisé des opérations de nettoyage, qui avait apaisé les conflits de voisinage, celle qui, littéralement, avait permis à cet homme d'occuper la position qu'il utilisait maintenant pour m'humilier. Je suis rentrée chez moi sous le choc, dans un état indescriptible. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis simplement restée assise sur le canapé du salon, fixant le mur pendant des heures, ressentant ce vide glacial, celui de quelqu'un qui vient de réaliser que le monde ne fonctionne pas comme on l'imaginait. La trahison fait mal, non seulement à cause de l'acte lui-même, mais aussi à cause de la destruction totale de la réalité dans laquelle on croyait vivre. 2 jours plus tard, j'ai reçu la convocation à l'assemblée extraordinaire. Marc avait mis sa menace à exécution. Le seul point à l'ordre du jour était « Discussion concernant les infractions commises par l'occupant de l'appartement 17 et les mesures disciplinaires applicables ». Mon nom complet y figurait, exposé, comme si j'étais un criminel. La réunion aurait lieu 1 semaine plus tard, dans la salle commune de l'immeuble. J'ai été envahie par la panique. Allait-il vraiment le faire ? Allait-il me dénoncer publiquement devant tous les voisins que j'avais aidés, qui me respectaient ? L'humiliation avait déjà commencé avant même la réunion, car la convocation avait été envoyée à tous les résidents par courriel et affichée sur les panneaux d'affichage de chaque étage. J'ai commencé à recevoir des regards étranges dans l'ascenseur. Les voisins qui m'avaient auparavant salué chaleureusement détournaient maintenant le regard. Madame Rousseau, celle-là même que j'avais aidée pendant 1 mois entier, est passée devant moi dans le couloir en faisant semblant de ne pas me voir. Cette réunion fut le pire moment de ma vie. La salle était bondée, chose rare pour une assemblée de copropriétaires. Les gens étaient venus assister au spectacle, voir la chute du résident modèle. Marc présidait la réunion d'un air formel et distant, tel un juge. Il présenta l'infraction présumée, montra des photos floues censées prouver que ma voiture était mal garée et lut à haute voix une plainte anonyme d'un résident qui m'accusait d'arrogance et de penser que le règlement ne s'appliquait pas à moi. J'essayais de me défendre, présentais mes propres preuves, mais Marc m'interrompit sans cesse, m'accusant de manquer de respect à la procédure. Quand je parvins enfin à prendre la parole, ma voix tremblait et je compris que cela ne faisait que me rendre encore plus coupable aux yeux des autres. Certains voisins me regardaient avec pitié, d'autres avec mépris. Finalement, Marc annonça que l'amende était maintenue et que toute nouvelle infraction entraînerait des poursuites judiciaires plus sévères. Je quittais la salle la tête haute, mais intérieurement, j'étais anéantie. Cette nuit-là, seule dans mon appartement, quelque chose a changé en moi. La douleur s'est muée en autre chose, quelque chose de plus froid et de plus puissant. La fureur. Mais ce n'était pas une rage aveugle et destructrice. C'était une lucidité implacable. Je n'allais pas me laisser faire. Je n'allais pas payer cette amende injuste et me résigner en victime silencieuse. Si Marc voulait la guerre, s'il croyait vraiment pouvoir me détruire après tout ce que j'avais fait pour lui, alors il s'était trompé de personne à humilier. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire ce que j'aurais dû faire dès le début, enquêter. J'ai accédé au système en ligne de la copropriété, où tous les résidents avaient accès au rapport mensuel envoyé par Marc. J'ai commencé à télécharger tous les documents, tous les tableurs, tous les comptes rendus de réunion depuis sa prise de fonction. Pendant les premières heures, tout semblait normal. Les frais d'entretien, les paiements aux fournisseurs, le solde du fonds de réserve. Mais j'ai commencé à remarquer de petites incohérences. Une rénovation de l'interphone à 3 000 €, dont je ne me souvenais pas avoir vu les travaux. Des réparations d'urgence sur la toiture pour 2 500 réaux en 1 mois.
alors qu'il n'avait pas plu. J'ai commencé à recouper les dates et les montants. Et plus je creusais, plus l'écheveau de mensonges se dévoilait. Marc ne se contentait pas de gérer la copropriété. Il nous volait tous, et ce, avec une sophistication qui impliquait planification et préméditation. L'homme que j'avais mis à la tête de la copropriété, que j'avais défendu et soutenu, abusait de la confiance de tous pour s'enrichir à nos dépens. Mais la découverte la plus choquante est survenue lorsque j'ai décidé de tenter une approche plus audacieuse. Il me fallait des preuves concrètes, et non de simples soupçons fondés sur des chiffres étranges. J'ai donc attendu un après-midi où je savais que Marc serait au travail. J'ai pris le passe-partout auquel tous les gestionnaires de l'immeuble avaient accès à la réception, et je suis entrée dans l'armoire à dossiers, située dans une petite pièce au sous-sol. Les archives physiques du bâtiment étaient une pièce poussiéreuse et faiblement éclairée, remplie de cartons et de vieux dossiers. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Ce que je faisais était techniquement illégal, mais à ce moment-là, je m'en fichais. J'ai commencé à fouiller dans les cartons les plus récents, ceux des 6 derniers mois, depuis que Marc avait pris ses fonctions. Au début, je n'ai trouvé que des copies des mêmes rapports qu'il m'envoyait par courriel. Puis, je suis tombée sur un dossier non catalogué, caché sous plusieurs autres. Quand je l'ai ouvert, j'ai eu le souffle coupé. C'étaient des reçus, des dizaines de reçus de paiement effectués à des entreprises dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à tout photographier, page par page, les mains tremblantes. Je suis rentrée chez moi avec des centaines de photos et j'ai passé la nuit à analyser chaque document. C'est alors que le tableau d'ensemble a commencé à se dessiner et c'était bien pire que ce que j'avais imaginé. Marc ne se contentait pas de détourner de l'argent grâce à de faux travaux de rénovation. Il avait mis en place une véritable escroquerie. J'ai découvert qu'il infligeait des amendes fictives à différents résidents, toujours d'un montant compris entre 300 et 600 euros, suffisamment élevé pour gêner, mais pas au point d'inciter quelqu'un à consulter un avocat. La plupart payaient tout simplement, comme on me le faisait miroiter. Et l'argent de ces amendes n'a jamais été officiellement versé sur les comptes de la copropriété. Il empochait tout. Mais c'était plus grave encore. Marc avait falsifié des devis d'entreprise de maintenance, créant des versions parallèles, avec des prix exorbitants. Du coup, je faisais appel à des prestataires bon marché, ou, tout simplement, je ne faisais pas les travaux, et j'empochais la différence. La réparation de l'interphone, censée coûter 3000 réaux, elle n'a jamais eu lieu. Le vieil interphone était toujours là, fonctionnant tant bien que mal. L'entretien du toit? Jamais fait non plus. J'ai appelé 3 des entreprises qui étaient censées avoir effectué des travaux dans l'immeuble ces derniers mois. 2 n'étaient même pas enregistrées. La 3e existait. Mais quand j'ai expliqué que je vérifiais un service, le propriétaire m'a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de notre immeuble. Marc avait littéralement inventé des entreprises fantômes. Pendant une semaine entière, je n'ai quasiment pas dormi. J'ai consacré chaque minute de mon temps libre à constituer un dossier. J'ai créé des tableaux comparatifs, classé les reçus par date et type de fraude, et codé chaque incohérence par couleur. J'ai tout imprimé et rangé dans un épais classeur qui ressemblait à un dossier judiciaire. Mais je savais que posséder les preuves ne suffisait pas. Il me fallait un plan, une stratégie pour démasquer Marc, de manière à ce qu'il ne puisse s'échapper, qu'il ne puisse ni mentir, ni me manipuler comme il l'avait fait lors de cette réunion humiliante. Je ne voulais pas seulement prouver mon innocence. Je voulais que justice soit faite. Je voulais que tout le monde voie qui il était vraiment. Je voulais qu'il subisse la même humiliation publique qu'il m'avait infligée, mais décuplée. C'est alors que l'idée m'est venue. Marc adorait ces réunions, ce théâtre de formalité et de pouvoir. Il s'était servi d'une réunion pour me détruire. J'allais donc utiliser une réunion pour le détruire. Mais pas n'importe quelle réunion.
Ce serait une réunion avec des témoins qu'il ne pourrait pas intimider. J'ai fait des recherches sur les droits des copropriétaires en France et j'ai découvert que tout résident pouvait demander un audit externe en cas de soupçon fondé de mauvaise gestion. De plus, j'ai découvert qu'il existait un conseil régional chargé de la supervision des copropriétés et habilité à intervenir en cas de fraude. Je les ai contactés, leur ai envoyé un résumé de mon dossier et leur ai expliqué la situation. J'ai reçu une réponse 2 jours plus tard. Ils étaient intéressés et allaient désigner un auditeur pour mener une enquête. Mais ils avaient besoin que j'organise une réunion officielle pour que l'auditeur puisse présenter ses conclusions. Je me suis alors lancée dans la phase la plus délicate de mon plan. Nouer des alliances. Je ne pouvais pas y arriver seule. Il fallait que d'autres habitants découvrent la vérité. J'ai commencé discrètement, en frappant aux portes de ceux en qui j'avais encore confiance. Madame Lefebvre, au 2e étage. Une institutrice retraitée qui avait toujours été juste envers moi. Monsieur Arnaud, au 8e étage. Un avocat qui avait déjà mis en doute certaines personnes lors des réunions. Je leur ai montré des extraits du dossier, leur ai expliqué ce que j'avais découvert. Leur réaction fut un choc absolu. Madame Lefebvre se mit à pleurer, disant qu'elle aussi avait reçu une étrange amende 2 mois plus tôt et l'avait payée sans hésiter. Monsieur Arnaud resta silencieux, un long moment, analysant les documents d'un œil professionnel, puis prononça les mots que j'attendais. Que ce n'était pas seulement contraire à l'éthique, mais une fraude criminelle, et que Marc risquait la prison. Avec Monsieur Arnaud à mes côtés, tout a basculé. Il n'était pas seulement avocat, il était spécialisé en droit de la copropriété et connaissait toutes les failles juridiques, toutes les procédures à suivre pour empêcher Marc de se soustraire à ses responsabilités en invoquant des irrégularités de procédure. Ensemble, nous avons rédigé une pétition formelle demandant la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour un audit complet des comptes de la copropriété. La loi française exigeait la signature d'au moins 20% des résidents pour que cette assemblée soit convoquée. Notre immeuble comptait 68 appartements. Il nous fallait 14 signatures. En 3 jours, nous en avons obtenu 27. Lorsque les gens ont commencé à prendre connaissance des preuves que j'avais rassemblées, lorsqu'ils ont compris que je n'étais pas la seule victime, mais que nous étions tous systématiquement spoliés, l'indignation s'est propagée comme une traînée de poudre. Même ceux qui m'avaient regardé avec dédain lors de cette réunion humiliante venaient maintenant frapper à ma porte pour s'excuser et m'offrir leur soutien. La convocation officielle a été envoyée à Marc 15 jours à l'avance, comme l'exigeait le règlement. J'ai remis le document en main propre au concierge en lui demandant de le dater et de l'horodater. Je voulais que tout se fasse de la manière la plus officielle et irréfutable possible. Lorsque le concierge m'a tendu le reçu, j'ai ressenti une immense satisfaction. Marc ignorait encore l'ouragan qui allait ravager sa vie soigneusement construite sur des mensonges. Pendant ces 15 jours, l'atmosphère dans l'immeuble était électriquement tendue. Marc a tenté de me contacter à 2 reprises, mais j'ai refusé tout contact direct. Il a envoyé un courriel à tous les résidents, affirmant que l'audit demandé était inutile et coûteux, que tout était en règle et qu'il s'agissait simplement d'une vengeance personnelle de ma part pour avoir refusé une amende équitable. Certains résidents ont hésité, mais M. Arnaud et moi étions préparés. Et nous avons répondu par un courriel collectif, calme et factuel, nous contentant de poser des questions précises sur les incohérences des rapports, sans formuler d'accusations directes, mais en laissant les anomalies parler d'elles-mêmes. Le jour de l'assemblée arriva enfin. C'était un après-midi d'octobre, le ciel était gris et une fine bruine jetait une atmosphère mélancolique et pesante sur tout. L'espace réservé aux invités était encore plus bondé qu'à l'assemblée où j'avais été humiliée. Tout le monde voulait y être. J'arrivais tôt, avec M. Arnaud et le commissaire aux comptes désigné par le conseil régional. Un homme sérieux d'une 50aine d'années nommé M. Beaumont, qui portait 2 mallettes pleines de documents.
Marc arriva à l'heure pile, impeccable comme toujours dans son costume sombre. Mais pour la première fois depuis le début de l'affaire, je vis quelque chose de différent sur son visage. De l'inquiétude. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Mais il était encore loin d'imaginer l'ampleur du désastre qui allait s'abattre sur lui. La réunion commença par les formalités habituelles. Marc tenta, comme à son habitude, de prendre les rênes. Mais M. Arnaud, élu président provisoire de l'Assemblée par un vote préalable des résidents signataires de la pétition, l'informa poliment qu'il ne présiderait pas cette séance, celle-ci portant sur l'audit. Je vis la mâchoire de Marc se crisper, première fissure dans son masque de confiance. Monsieur Beaumont, l'auditeur, fut présenté officiellement et commença son exposé. Sa voix était monotone, presque ennuyeuse, mais ses paroles étaient accablantes. Il avait eu 2 semaines pour analyser chaque document que j'avais soumis, et, qui plus est, il avait usé de ses pouvoirs pour exiger des relevés bancaires de la copropriété, les factures originales des fournisseurs, et même pour enquêter sur les entreprises censées avoir fourni des services. Chaque élément fut présenté méthodiquement. La réparation de l'interphone qui n'eut jamais lieu, l'entretien de la toiture fantôme, les sociétés fictives, les factures falsifiées. Et puis, la bombe que j'ignorais totalement. Monsieur Beaumont avait découvert que Marc possédait un compte bancaire personnel sur lequel avaient été déposés, ces 6 derniers mois, près de 40 000 €, montant correspondant exactement aux anomalies constatées dans les comptes de la copropriété. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Je regardai Marc et vis quelque chose que je n'aurais jamais cru voir. Une peur véritable. Il tenta de se lever pour parler, se défendre, mais sa voix était étranglée. Il commença à balbutier des malentendus, des erreurs comptables. Comment il pourrait tout expliquer? Mais M. Beaumont n'en avait pas fini. Il présenta ensuite la partie que j'attendais avec le plus d'impatience. L'analyse des amendes dressées au cours des 6 derniers mois. 17 amendes au total, toutes pour des infractions douteuses, toutes payées directement à Marc en espèces ou par virement sur son compte personnel, aucune n'étant officiellement enregistrée dans les comptes de la copropriété. Il lut chaque nom, chaque montant, chaque infraction présumée. Des résidents commencèrent à protester, affirmant avoir reçu des amendes et des menaces, tout comme moi. Madame Lefebvre pleurait. D'autres étaient visiblement furieux. La salle s'embrasa de protestations indignées. Marc tenta de quitter la pièce, mais M. Arnaud, de sa voix calme et assurée d'avocat expérimenté, l'informa qu'il avait appelé la police, qui était déjà en route, et qu'il valait mieux qu'il reste. Je vis son visage se décomposer. Cet homme qui m'avait publiquement humilié, qui avait abusé de ma confiance, qui avait volé des dizaines de familles en se faisant passer pour un administrateur exemplaire, était désormais pris au piège dans son propre théâtre de mensonges. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque douloureuse, tant elle était jouissive. Il m'avait anéanti devant une assemblée. J'étais en train de l'anéantir devant une autre, mais avec cette différence cruciale, chaque mot prononcé contre lui était documenté et constituait une vérité irréfutable. Le vote pour sa destitution fut instantané et unanime. 68 voix contre 0. Marc lui-même ne vota pas. Il resta assis, la tête baissée, tandis que M. Beaumont expliquait qu'un rapport complet serait transmis au parquet, recommandant l'ouverture de poursuites pour détournement de fonds, faux et usage de faux, et escroquerie. À l'arrivée de la police, un quart d'heure plus tard, Marc fut escorté hors de l'immeuble, sous le regard de tous les voisins qui l'avaient jadis respecté. Je n'éprouvais aucune pitié, pas une seconde. Je ressentis seulement cette satisfaction froide et cristalline de celui qui a vu la justice suivre son cours, où l'artisan de la trahison est enseveli sous les décombres de ses propres mensonges. Les jours suivants furent un véritable tourbillon. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre dans tout le quartier. Les journaux locaux en parlèrent.
Marc fut formellement inculpé de multiples délits et dut faire face non seulement à des poursuites pénales, mais aussi à des actions civiles intentées par 17 riverains, réclamant le double des amendes qu'ils avaient indûment versées. Son appartement fut mis en vente à la hâte, sans doute pour payer les avocats et d'éventuels dommages et intérêts. J'appris de M. Arnaud qu'il avait perdu son emploi dans la société financière lorsque la nouvelle parvint à ses supérieurs. Tous les piliers de la vie que Marc avait bâtie s'écroulèrent. Et le plus beau, c'était que je n'eus rien d'autre à faire que de révéler la vérité. Je n'eus pas besoin de me salir les mains avec une vengeance mesquine. La réalité, une fois dévoilée, se chargea elle-même de rendre justice. 3 semaines après cette rencontre mémorable, on sonna à ma porte un samedi matin. Quand j'ouvris, Marc était là. Mais il n'était plus l'homme arrogant et impeccable que j'avais connu. Il était visiblement abattu, avec de profondes cernes sous les yeux, son costume froissé. Il tenait une mallette. Sa voix était faible lorsqu'il dit qu'il devait me donner quelque chose. Je ne l'invitai pas à entrer. Nous restâmes là, sur le seuil. Il ouvrit la mallette et en sortit un document officiel, estampillé du sceau de la copropriété et signé par tous les membres du conseil provisoire, élus après sa destitution. C'était une déclaration officielle annulant intégralement mon amende, déclarant que l'infraction n'avait jamais eu lieu et présentant des excuses officielles au nom de toute la copropriété pour l'humiliation subie. Je pris le document et lus chaque ligne lentement, savourant chaque mot. Marc a tenté de s'excuser, d'expliquer que la situation lui avait échappé, mais je l'ai interrompu. Avec un calme qui m'a moi-même surprise, je lui ai dit qu'il m'avait appris la leçon la plus précieuse de ma vie, que la confiance sans vigilance est naïveté, que la bonté excessive est une faiblesse et que les faits l'emportent toujours sur les récits. J'ai fermé la porte sans attendre de réponse. Ces excuses ne signifièrent rien pour moi. Ce qui comptait, c'était d'avoir été élue à l'unanimité nouvelle gérante de l'immeuble 1 semaine plus tôt. Les mêmes résidents qui m'avaient regardé avec dédain me voyèrent désormais comme l'héroïne qui les avait sauvés d'un prédateur. J'ai accepté ce poste avec une mission claire, faire de cette copropriété la plus transparente de Paris. J'ai mis en place un système de comptabilité en ligne permettant à chaque résident de consulter, en temps réel, toutes ses dépenses. J'ai créé un comité d'audit composé de 5 résidents, chargé d'examiner et d'approuver toute dépense supérieure à 500 €. J'ai fait appel à un cabinet d'audit externe pour réaliser des audits trimestriels. J'ai organisé des réunions mensuelles ouvertes à tous afin de répondre à toutes les questions. La copropriété a prospéré. Les parties communes ont été entièrement rénovées. L'interphone a enfin été remplacé. Nous avons même aménagé un jardin partagé sur le toit, devenu un lieu de rencontre convivial pour les résidents. Aujourd'hui, quand je parcours les couloirs, je ne suis plus seulement la voisine aimable. Je suis la femme qui a refusé d'être une victime, qui a transformé la trahison en force, qui a prouvé qu'une personne intègre, armée de vérité et de détermination, peut déjouer n'importe quel complot, aussi sophistiqué soit-il. Marc m'a appris que la confiance n'est pas accordée à tous, mais il m'a aussi appris que j'étais bien plus forte que je ne l'imaginais. Ma plus grande vengeance n'a pas été de le voir tomber, mais de me voir m'élever. Et quand je prends l'ascenseur dans cet immeuble que je dirige désormais avec fierté, je regarde mon reflet dans les portes métalliques et je ne vois plus la femme naïve que j'étais, mais la stratège que je suis devenue. Car, au final, la véritable justice ne consiste pas à détruire son ennemi, mais à bâtir sur les ruines de la trahison quelque chose de si solide que rien ni personne ne puisse jamais l'anéantir.